tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le retour de On se dit tout, c'est déjà la dernière de l'année et oui, ça devait bien arriver un jour. On a beaucoup de choses à aborder et mon titulaire indiscutable est bien là, il est chaud, ça va Pascal ? Oh oui, en pleine forme pour la dernière de 2023, on va passer de bons moments ensemble. C'est sûr, et on est très content de recevoir un invité de qualité une fois de plus, avec qui on va pouvoir aborder beaucoup de choses. Il est ancien joueur, il a aussi une carrière de coach de plus de 30 ans pratiquement, donc vous imaginez bien qu'avec Marc Grosjean, on peut parler de beaucoup de choses. Bonsoir Marc. Bonsoir, bonsoir. Pascal, Marc Grosjean, toi tu le connais aussi un peu dans l'intimité. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'en quelques mots, on sache un peu plus qui est Marc Grosjean, le coach ? Je pense que l'ADN de nos invités, c'est la qualité humaine, jusqu'à présent en tous les cas. Et je pense que Marc est vraiment quelqu'un de précieux dans le monde du foot, parce que non seulement, comme tu l'as dit, il y a de l'expertise, de l'expérience, mais aussi beaucoup de valeur. Et ça, c'est fort important pour nos jeunes joueurs. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir mon ami à l'émission. Très bien, voilà, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet avec notre première partie. La défense, Marc, en tant que joueur, ça vous concerne, vous étiez un défenseur de formation. Le foot, d'abord, ça a commencé comment pour vous ? D'abord, c'était vraiment, je ne vais pas dire un problème, mais c'était vraiment ancré dans la famille, papa, maman. Foot. Et puis je me suis inscrit logiquement à Sprimont et je n'ai fait qu'une saison parce que j'ai été rapidement repéré par le Standard lors d'un tournoi à Bourg. Et puis toute ma formation, je l'ai faite au Standard de Liège, de cadet jusqu'en équipe adulte où là j'ai fait une saison en réserve nationale à l'époque. Et puis je suis parti alors à Seraing où j'ai fait 11 saisons. Donc à Seraing de 1977 à 1988, et dans cette période, et puis dans l'histoire de Seraing, vous êtes le joueur qui a le plus souvent joué de matchs en D1, 150 environ. Oui, c'est ça. Je le dis toujours, j'espère que ce record sera battu, mais ce sera compliqué. Encore gagné. Mais effectivement, je suis le joueur qui a joué le plus de matchs pour Seraing en Division A. Ça, c'est toujours quand même une belle satisfaction et une belle reconnaissance parce que ça veut dire que d'abord on est fidèle à un club et à côté de ça, ça veut dire que malgré toujours de nombreuses arrivées et de mouvements dans les noyaux, vous restez titulaire et vous restez un pion essentiel dans l'équipe. Donc, c'est une preuve de solidité et de performance. Marc a incarné les valeurs du club aussi, Stéphane, dans cette épopée fantastique. Tous les jeunes liégeois allaient voir les matchs là à Seraing. Il y avait magnifique. Du public dans les gradins, contrairement aujourd'hui. Un capital sympathie à cette époque-là, vraiment fantastique. Et moi, j'ai des souvenirs vraiment mémorables de ces matchs-là avec Bocande, les Danois, etc. C'était fabuleux. Mais justement, et les Liégeois. Je vous propose de voir quelques images d'un de ces matchs d'anthologie de cette période assez faste pour Seraing. 4-5, non ? Ouais, c'est ça. Évidemment. C'était face au Standard. Le Seraing qui joue en blanc, à domicile opéré. On voit la foule, c'est incroyable. Là. Il y a le stade était comble, c'était complet. C'était vraiment une affiche exceptionnelle. Jules Bocordet. Jules, évidemment. On avait une équipe très, très technique, très offensive, avec des joueurs de grande qualité, surtout au niveau offensif. Plus de monde à ce match-là que sur toute la saison cette année-ci, je pense. Oui, c'est le match du siècle, là, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Écoutez, toutes les personnes qui ont assisté à ce match, et j'en rencontre encore heureusement aujourd'hui, mais tout le monde me reparle de ce match. C'est un match qui a marqué l'histoire de Seraing et les spectateurs, parce que c'est un match, nous menions 4-2. Prud'homme avait encore une fois arrêté, il avait vraiment tenu la baraque comme on dit derrière, on aurait pu en mettre beaucoup plus et puis de manière assez surprenante le Standard est revenu au score et le petit Simon Tamata marque 2 buts de la tête, donc c'était vraiment incroyable.
Après cette carrière au RFC Serein, vous partez vers le RC Malines. Là aussi, il y a encore des matchs en D1. Et puis, c'est déjà la fin de carrière. On va assez vite parce qu'évidemment, il faut parler aussi de cette carrière de coach. Hein. Vous avez connu en tant que coach 16 clubs différents. Il y a aussi plusieurs passages, des fois, dans les mêmes clubs. On ne va pas pouvoir tout évoquer, alors pour faire simple, on va utiliser quelques supports et vous faire réagir par rapport à certains passages dans des clubs. Et on commence par ceci avec une archive d'RTC. Nous avons un fossé terrible à combler par rapport à d'autres équipes qui évoluent en Division 2 depuis pas mal d'années et qui se reposent sur des structures et sur des vérités. Nous, notre objectif prioritaire, c'est d'abord d'installer dans ce club des structures et du travail, professionnaliser au mieux. Maintenant, je crois que la qualité des joueurs doit nous permettre de jouer quand même un certain rôle. Là qui me frappe quand on voit ces images, il y a un maillot du PSG à côté de celui de Liège. Pourquoi ? Oui, parce que je crois que le partenariat c'était talonné sur 2 saisons. Roger Rotet avait amené le partenaire, le PSG, après des contacts qui ont duré pas mal de temps. Donc nous avions la possibilité, il y avait une participation financière du PSG, et puis nous amener aussi, comme on a connu ça régulièrement dans un passé récent et encore actuellement, quelques joueurs qui venaient en ligne droite du PSG, avec Pascal qui était mon assistant. Nous avions la possibilité de choisir d'aller à Paris et voir à travers avec quelques joueurs qui étaient disponibles, quels joueurs nous souhaitions voir venir à Liège. Donc c'était très intéressant parce qu'il y avait évidemment du talent, mais il y avait aussi une communication et un partenariat de travail avec un club de performant et de haut niveau et des perspectives évidemment d'évolution. Et vous l'avez dit, Marc, donc, dans votre staff, il y avait un certain Pascal Crooks. On peut voir notamment, on a ici un témoignage de cette saison 2001-2002. On vous voit tous les deux là sur la photo de l'équipe. C'est ma Pascal, seule T2. Oui, c'est ma seule saison comme T2. Marc, on se connaissait puisque j'entraînais Comblain à l'époque et Marc est Comblinois, Esprit Montois à la fois. Et il m'avait proposé ce challenge et franchement, ça m'a vraiment fait un bien fou parce que j'ai vu le football professionnel ou quasi professionnel à l'époque avec un entraîneur déjà expérimenté, un groupe de qualité, le partenariat. C'était vraiment une très très belle saison et c'est parce qu'on a été un petit peu embêtés par des problèmes extrasportifs ou sinon on terminait dans les 2 premiers et peut-être pourquoi pas grimper à l'étage supérieur. On va revenir quand même du côté de Serein avec l'extrait suivant, la photo suivante. Un duo, il n'y a pas si longtemps, hein. On était en 2020 jusqu'en 2022, en tout cas pour vous. Avec Emilio Ferreira à Serein, vous avez fait un excellent boulot là quand même. 2 montées d'affilée. Oui, Emilio, donc nous avons vraiment, on se connaît depuis évidemment très très longtemps. Je pense que quand on s'est connus, nous étions les 2 plus jeunes entraîneurs en Division 1. Donc, vous voyez, et on s'est vraiment connus à travers les cours de la licence pro. Et on s'est liés d'amitié. Nous sommes arrivés en cours de route en D1 national. C'est ça. Nous sommes arrivés à faire des résultats à vraiment Serein, qui était un club à potentiel au niveau du noyau, mais difficulté de résultats. Nous avons inversé la tendance, nous sommes montés. Et puis la deuxième année, évidemment, c'était la cerise sur le gâteau avec cette montée en Division 1. On va encore avancer dans votre carrière sans plus tarder vers la dernière aventure là, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Donc on va voir ici, c'était à Daines, en Challenger Pro League. Et au moment où ça s'arrête pour vous, en novembre, vous venez de battre Anderlecht, les jeunes d'Anderlecht, et vous êtes 4e au classement. Donc à 3 points du premier. On n'a pas compris pourquoi vous avez été licencié. Mais moi non plus. Donc ça fait partie des bizarreries du foot, dans le sens où tout se passait plus que bien, à n'importe quel niveau que ce soit. Et surtout, je voyais la qualité de jeu qui s'installait. Mon équipe, elle était vraiment, c'était vraiment comme une horloge suisse. C'était rodé, c'était automatisé. Les joueurs, on sentait vraiment un plaisir et un bonheur de travailler ensemble. Et puis voilà,
Pourquoi? Je n'en sais rien. La seule chose qui a été dite lorsqu'on m'a invité à une réunion pour me dire qu'il y a un changement de stratégie au niveau de la direction. La direction qui est un monsieur très bien, que j'ai rencontré quelques fois, là, un japonais qui habite à Singapour. D'accord. Voilà, donc c'est tout. C'est une grande stupéfaction, déception et incompréhension. Mais globale et générale au niveau du club, parce que j'ai reçu des dizaines de messages qui sont venus de partout. Incompréhension. Et parfois maintenant dans le football, l'entraîneur est vraiment dénigré, jetable. C'était impressionnant, d'autant plus qu'ici les résultats étaient vraiment fantastiques. Alors les partenariats avec des investisseurs, parfois ça joue avec des managers qui veulent mettre des joueurs. Et peut-être que Marc ne correspondait pas au profil pour mettre justement ces joueurs-là, parce que la stabilité, je sais que Marc est fort attentif, et parfois ça déplaît à certains agents. Les clubs sont de plus en plus dirigés par des agents. Allez, on va encore parler de coaching dans la deuxième partie de l'émission. Marc, ici, le milieu de terrain, on va parler un peu plus du présent. Votre situation actuelle, donc vous êtes coach, mais sans employeur pour l'instant. Vous avez encore envie d'entraîner ? Je dirais oui. La passion, elle sera, je dirais malheureusement, parce qu'on aimerait parfois que cette passion s'atténue un peu pour pouvoir un peu vivre différemment et vivre autrement. Mais la passion, je crois qu'elle m'accompagnera jusqu'au dernier souffle que la vie m'accordera. Et le travail, moi ce qui me plaît surtout, c'est le travail au quotidien, c'est l'entraînement, c'est d'être présent, c'est tous les jours d'être sur le terrain avec les joueurs et de travailler. Donc je dirais oui. Disons qu'aujourd'hui, ce qui me ferait encore bouger, c'est le coup de cœur. Directeur sportif, peut-être. Tu le verrais bien où, Marc ? Je pense qu'il peut encore apporter énormément dans beaucoup de clubs. Il est très connu au Luxembourg aussi. Je le verrais bien retourner un petit peu faire une pige là-bas. Parce que le football luxembourgeois est en plein boom. Directeur sportif d'une académie rouge et blanche, pourquoi pas. Enfin voilà, il a plein de possibilités. Il est encore jeune, donc 65 ans dans le foot, on peut encore durer au moins une petite dizaine d'années sans problème. Et puis exemple de longévité. Devenir un peu quelque part, une tête pensante d'un club avec des idées un peu modernes et quelqu'un qui connaît le terrain, ça c'est fort important. Allez, on passe tout à fait, entre guillemets, à autre chose. Est-ce que vous avez un maillot fétiche ? Un maillot fétiche. Moi, personnellement, du temps, j'étais joueur, donc j'ai toujours bien aimé, et bon, étant cerisé, c'était le rouge et noir. J'aimais beaucoup le maillot de l'AC Milan, qui était rouge et noir à rayures, avec le short blanc et les bas blancs. Rossoneri, oui. Je vous parle de maillot parce qu'on va regarder un reportage sur un concept liégeois, un magasin ou un pop-up store, un magasin éphémère, où on vend des maillots rétro, des maillots de foot, mais aussi des maillots de cyclisme. C'est une séquence de Fanny Cornille et Célim Bonjean. Des vareuses vintage, de football ou de cyclisme à porter en seconde main. Chacune de ces pièces de collection, c'est une histoire de passionné à raconter. La vareuse de Manchester United 1997, floqué Eric Cantona, qui a un flancage d'époque. Et c'est le dernier maillot d'Eric Cantona. Bon, il ne l'a pas porté, mais avec ce maillot-là, il a été champion d'Angleterre. Évidemment, du Standard, puisqu'on est à Liège. Et donc ça, c'est un maillot de 2010-2011. Et le Standard gagne la coupe avec ce maillot-là. Le Barça, un autre maillot très iconique pour les fans du Barça et les fans de foot tout court. Ils se souviendront de Ronaldo, le Brésilien, avec ce maillot-là, en 1995-1996. On a aussi l'Olympique de Marseille, puisqu'on sait qu'à Liège, il y a beaucoup de fans de l'OM. Donc ça leur rappellera des bons souvenirs. On voit notamment Samir Nasri avec ce maillot-là. On a aussi celui de Galatasaray, qui est un très chouette maillot de 2002, donc du début de ce siècle, en doré, avec très chouette logo, Umbro. Et voilà, pour tous les fans de foot, et bien sûr les fans de football turc.
FOMO, c'est un terme qui signifie la peur de passer à côté de quelque chose de sympa et c'est aussi devenu la marque de 3 jeunes sportifs qui aiment la mode et qui proposent désormais ces vareuses vintage en seconde main, des vareuses qui sont redevenues tendance, qu'on ne porte pas que pour faire du sport mais qu'on envisage comme une pièce mode, unique et recyclée. Pour ces passionnés de sport, c'est aussi un symbole de transition vers une mode plus durable et responsable. Et la difficulté, je dirais, c'est de trouver les maillots qui pourraient plaire au public, qui sont en bon état, puisque c'est de la seconde main et on tient vraiment à ce que ce soit de la seconde main. Évidemment, il y a des maillots qui sont plutôt neufs, mais on a essayé de faire en sorte que ce soit des maillots neufs qui valent le coup, mais ça reste quand même de la seconde main. Et la difficulté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de faux maillots qui circulent. Donc nous, ce qu'on propose en plus, c'est une expertise, c'est-à-dire tout ce qui est vendu ici, c'est du vrai, quoi. FOMO débarque au Pop-Up Store Léopold au centre-ville de Liège pour quelques jours et la marque entend bien faire parler d'elle à l'avenir. Les vareuses sont issues des collections personnelles des créateurs. Il aura fallu chiner parfois longtemps pour mettre la main dessus et faire revivre ainsi un sportif ou un fan et ne pas passer à côté de quelque chose. On n'a pas vu le maillot de l'AC Milan, Marc, mais peut-être qu'il y est. Il faudra peut-être aller faire un tour. Certainement, certainement. Voilà, messieurs, passons tout de suite à la 3e partie et on va regarder vers l'avant. En cette fin d'année, avant de vraiment aller trop loin vers l'avenir, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu le bilan à mi-parcours, à mi-saison. Et vous êtes un invité idéal pour faire ça, Marc. Un bilan des équipes liégeoises dans le foot pro. On va commencer par la DAA. Bon, bah, là, on a l'équipe du Standard. Pour l'instant, qui est en milieu de tableau. On n'a pas encore vraiment vu à fond de jeu. Début de saison qui était très compliqué parce que, je dirais, un retard au niveau de l'ajustement du noyau. Il manquait pas mal de joueurs, donc pas facile pour Hofkens de commencer dans ces conditions-là. Nouvel entraîneur, nouveau staff, etc. Donc c'était compliqué. On a cru à un moment donné qu'avec l'arrivée des nouveaux joueurs et les quelques résultats extraordinaires à Sclessin, que le chaudron était reparti, que l'équipe était lancée. Et malheureusement, difficile d'enchaîner. Oui, c'est un problème. Et là, maintenant, c'est évidemment à l'entraîneur et son staff de trouver les solutions. Parce que si vous n'enchaînez pas, c'est qu'il y a un problème qui dépasse aussi le niveau des joueurs. Parlons un peu des équipes liégeoises de Challenger Pro League. Vous les connaissez bien, vous les avez la plupart affrontées avec Daines. Vous avez affronté notamment le RFC Liège, aussi Serein, 2 victoires pour votre équipe à l'époque. Laquelle vous a le plus impressionné des deux? Indiscutablement, Liège fait une saison, je vais dire, de très bon niveau. On ne les attendait pas spécialement là, même si pour des Liégeois, les gens du pays ne s'y attendaient peut-être pas, on savait très bien qu'il y avait un noyau de qualité, avec évidemment la difficulté de se déplacer ici à Recourt, parce que c'est un stade très particulier sur un terrain synthétique, mais la proximité, etc., la capacité des spectateurs de changer le cours des matchs, etc., font que c'est toujours compliqué. Mais à côté de ça, Liège a su garder intelligemment les 3/4 de son noyau. Les garçons ont bien élevé leur niveau de jeu, donc il y a un bon travail qui est réalisé. Puis il y a eu aussi au niveau de recrutement, ils sont allés chercher, c'est facile à dire, Bertaccini. On va dire, ouais, mais il fallait aller chercher la Lattès, il fallait y croire, il fallait l'avoir vu. Et il fallait lui donner sa chance. Ce qu'il est en train de faire, évidemment, quand vous avez un buteur qui vous met une dixième, vous le mettez dans n'importe quelle autre équipe. Aujourd'hui, avec ses résultats des buts, il transforme au niveau du classement, ça change des choses. Mais je crois qu'il y a un excellent travail qui est réalisé. Et leur première saison, en tous les cas, ils sont dans la continuité de leur saison D1 nationale. Et ça, on ne peut que les féliciter. Maintenant, en ce qui concerne Serein, c'est une grosse déception. Parce que je reste convaincu que Serein, avec le potentiel joueur qu'il y a là, doit jouer dans les 8 premiers sans aucun problème. Alors on peut discuter sur beaucoup de choses, mais vous savez, à Serein, le mal est plus profond que ce qui se passe aujourd'hui. Serein, aujourd'hui, c'est la résultante. Je pense que depuis le départ d'Emilio et le mien,
malheureusement, c'est de mal en pis. Et le fait de s'être maintenu n'a été l'arbre qui a caché la forêt, mais au niveau du contenu, c'est de mal en pis. Et là, j'ai vraiment peur pour eux parce que je pense que s'il ne se passe rien, mais de vraiment conséquent, je pense que c'est la DA nationale. Merci pour ce petit tour d'horizon. Bon, alors, il y a des coachs qui recherchent un nouveau défi, mais il y a aussi des joueurs, évidemment, qui cherchent un nouveau défi. Et à l'approche du Mercato, on voulait vous présenter une initiative qui vient de France et qui donne une seconde chance à certains joueurs qui ont peut-être touché le monde pro de très près, mais qui n'ont pas réussi à passer le cap. Reportage de Joachim Gilles et Lucas Principe. Début décembre, 200 joueurs entre 15 et 28 ans s'étaient rendus à Flémal pour une détection grandeur nature de l'Académie Seconde Chance, une structure française créée à Paris. L'objectif est simple et l'opportunité unique, pouvoir se montrer aux yeux de recruteurs de clubs élites. L'idée, elle vous est venue comment finalement? Beaucoup de demandes, beaucoup de joueurs dans notre réseau frustrés, sortis de centres de formation, parcours compliqué, pas de moyens de se relancer. On lance une première détection et ça fait 3 ans que ça fonctionne. L'Académie connaît un franc succès et elle s'est aujourd'hui étendue à la Belgique. Pour la détection liégeoise, c'est à l'ancien footballeur pro Dylan Lambrecht qu'on a fait appel, qui fut épaulé par l'échevin des sports Fabien Pavone. L'Académie Seconde Chance, moi j'en aurais rêvé parce que voilà, c'est comme le nom l'indique, c'est avoir une seconde chance après passer par l'élite. C'est aussi de permettre aux jeunes de pouvoir retrouver vraiment leur rêve d'être footballeur professionnel. Après, ça va toucher aussi les clubs de foot amateurs. Parce qu'il y a aussi des clubs comme en D2 amateur où ils peuvent proposer un appartement plus salaire avec un petit contrat semi-pro. Majoritairement belges, certains participants venaient d'Espagne, de Suisse ou du Canada. D'autres ont frôlé la Ligue 1. Après les tests du premier jour, 30 d'entre eux sont retenus pour un amical face à une équipe d'un club pro ou une structure du même type. Sous l'œil attentif de Mathias Pogba, l'un des joueurs connus à soutenir le projet, mais aussi de scouts du Standard, de l'Union, d'Eupen, Molenbeek ou encore Wiltz au Luxembourg. J'arrive pas forcément avec des attentes en me disant il faut que je cherche tel ou tel profil ici. C'est vraiment la curiosité de me dire tiens, là il y a un gamin qui a vraiment un profil intéressant, qui est malin dans son jeu, qui a un truc en plus. Et je pense qu'on joue beaucoup au feeling quand on cherche des joueurs qui ont un potentiel à faire exploser. C'est toujours intéressant finalement d'avoir une info. Simplement, qu'elle soit utile par la suite ou pas, je pense que rien que d'en avoir une, ça ouvre une porte. On m'a dit qu'il y aurait 5 recruteurs au minimum, que je pourrais avoir une petite chance pour être tapé dans l'œil, on va dire. Et je suis venu avec beaucoup d'espoir de prouver quelque chose. L'initiative a en tout cas connu un grand succès et ses organisateurs ne devraient certainement pas en rester à ce coup d'essai. Voilà, Pascal, toi aussi avec ta casquette de scout pour les équipes nationales belges, oui. Quand tu es au bord du terrain en tant comme ça de visionneur, qu'est-ce que tu regardes? On a encore eu une session de réflexion par rapport à ça samedi matin à Tubize avec Philippe Bursart qu'on a connu du côté de Moucron. Ce qu'on recherche surtout, c'est la créativité en fait. Même pour un arrière central, un arrière latéral, c'est quoi la créativité? C'est faire le bon choix finalement. C'est une plus-value, ça. Voilà. Oui. C'est-à-dire que les passes attendues, elles sont plus faciles à faire, mais trouver la bonne carburation par rapport au passing, par rapport à une idée sur le terrain, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qui fait avancer une équipe dans sa majorité. Après, derrière, cette créativité, ça se travaille à l'entraînement, à travers les rencontres. Et je trouve qu'au niveau des jeunes belges, on est vraiment dans cette vision-là et on rencontre de plus en plus de joueurs intéressants. Léonie, par exemple, est un joueur qui devient très intéressant parce qu'il a ça en plus, par exemple. Mais pour revenir sur ce que Pascal disait, moi, d'expérience, et puis je reviens souvent sur Yves Barré, mais c'est lui qui m'avait dit, bon, il y a très très longtemps évidemment, quand tu vas regarder un joueur, dans les 5 minutes, tu dois voir quelque chose. Ouais. Si tu n'as pas vu tout de suite quelque chose et que tu commences à chercher, oublie. Donc ça peut être une qualité, ça peut être de la vitesse, ça peut être de la force, de la technique, de la créativité, quelque chose. Mais si dans 5 minutes de match, tu ne vois pas quelque chose qui tape, oublie, tu n'auras pas un joueur qui est amené à faire quelque chose.
Ah non, il y a toujours des exceptions, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était important de tout de suite sortir quelque chose et de voir quelque chose chez un gamin. Et j'enchaîne sur ce que Pascal disait. Et moi, je voudrais d'ailleurs le féliciter lui, mais à travers Pascal, les structures qui sont mises en place par la fédération, la CFF, en fait, toutes les organisations qui sont mises en place, parce qu'en Belgique, il y a un travail remarquable qui est effectué. Et moi, donc, en ayant depuis quelques années rencontré toutes ces équipes de jeunes qui sont dans le championnat U23, et c'est très bien, le nombre de jeunes Belges que j'ai vu, Léonie, bon, je le connaissais depuis quelques années. Ce qui lui arrive, il est normal. Ce qui est anormal, c'est que ça vienne aussi tard. C'est tard. Parce qu'il devait jouer beaucoup plus tôt en équipe première. Mais je donne l'exemple du club de Bruges, qui est vraiment l'équipe qui a la première à commencer dans cette compétition. Quand vous voyez aujourd'hui le nombre de gamins qui jouent dans des équipes premières, pas seulement en Belgique, à l'étranger, parce qu'ils ont encore dû quitter la Belgique, parce qu'on ne les faisait pas jouer en Belgique. Hein. Donc ça, c'est assez dommage. Mais voilà, en Belgique, il y a vraiment un bon travail, il y a un bon travail à la base, l'organisationnel, les structures, etc., au niveau de la fédération, avec tout ce que ça implique au niveau des gens qui travaillent pour eux. Et puis alors, au niveau du quotidien, bien, je trouve que, pas toujours avec des gros moyens, mais avec une ligne de conduite, il y a beaucoup de gamins qui méritent en tous les cas qu'on leur fasse plus facilement et plus vite confiance. Voilà, et peut-être que dans ces joueurs, il y en a certains qui se retrouvent dans notre top but du mois. On a regroupé un petit peu les plus belles réalisations des dernières semaines. Messieurs, c'est déjà l'heure de bientôt se dire au revoir. L'émission touche à sa fin. Marc, merci d'avoir été notre dernier invité cette année. C'était vraiment très chouette d'échanger avec vous. Merci pour l'invitation. Ça me faisait plaisir de participer à votre émission. C'est très agréable. Merci. Pascal, merci à toi d'avoir été mon acolyte tout au long de l'année. On va continuer évidemment en 2024 avec beaucoup de plaisir. Tous les échos sont favorables dans notre émission, sans prétention, comme disait Marc tout à l'heure. Je crois qu'on fait avancer le débat et les idées, et ça c'est très important pour le football liégeois. Voilà, on se dit tout, ça sert à ça aussi. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, à bientôt, on se voit en janvier.